aux aspirations des jeunes, des familles, des néo-ruraux, des actifs en quête de sens et de quête de vie. C'est ce que nous allons voir avec Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France et maire des Voivres dans les Vosges, Fabienne Descotigny, préfète de la Nièvre, Patrick Ayache, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, François Philizot, président de l'Observatoire des territoires et membre du Conseil scientifique de France Ruralité, et Monique Poulot, présidente du Conseil scientifique de France Ruralité. Est-ce que tout le monde est là? Oui, je vous invite à me rejoindre sur scène. Ok, d'accord. Bonjour. Oui, eh bien, très bien. On va tenter un double défi, à la fois dire des choses intéressantes et en même temps faire court parce que nous avons déjà débordé largement le timing, mais nous allons y arriver avec succès, j'en suis persuadé. Et on va également un peu changer le déroulé qu'on avait prévu. Je pensais au départ commencer avec vous, François Philizot, et dresser un état des lieux démographique, mais je vais d'abord m'adresser à vous, Michel Fournier. Vous êtes maire des Voivres, une commune rurale des Vosges, une commune enclavée de 300 habitants, mais qui est loin d'être endormie. Le fabricant de lunettes en bois Inbo, créé en 2013 par des jeunes ingénieurs, y a élu domicile, et vous hébergez une couveuse d'entreprise autour de la filière bois que le président Macron était venu visiter en 2018. Je n'ai qu'une question à vous poser. Quelle est votre recette ? Si j'avais une recette, je la garderais pour moi, parce qu'on est vite identifié. Quand on commence une initiative, on s'aperçoit que souvent, eh bien, on veut effectivement qu'elle soit dupliquée, mais quelquefois, on se fait dépasser. Donc, quelquefois, c'est gênant. Je plaisante. Non, la recette est simple. En fait, c'est tout simplement, c'est l'accueil. Je crois que ça sera évoqué par différentes personnes qui sont présentes sous cette... Et l'accueil, c'est la première des choses, c'est-à-dire avoir ce sens de l'accueil. L'accueil, c'est au départ écouter, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vous interpelle et qu'il y a tout simplement une réflexion ou l'esquisse d'un projet, il faut savoir l'écouter et ensuite l'accompagner. Ça, c'est la première des choses. Ça a été le cas pour ce que vous avez cité, puisque ce n'était pas évident que, vous savez, dans les Vosges, il y a une école qui s'appelle l'ENSTIB, l'École nationale du bois. Ce sont des ingénieurs qui sont dans cette école. Ces ingénieurs viennent de toute la France. Et les retrouver chez moi, dans mon village de 300 habitants, un peu en ruralité profonde, c'était pas forcément gagné, d'autant plus que deux sont de La Rochelle, un des Alpes, etc., etc. Ça veut dire que tout simplement, si effectivement on n'avait pas eu cette capacité de croire à leur potentialité, eh bien, l'entreprise n'existerait pas. Ils sont démarrés à 5, aujourd'hui ils sont 35 salariés.
Donc vous voyez, et puis encore, là, je viens de les rencontrer, ils veulent reprendre encore une surface pour agrandir leur entreprise. Mais c'est un exemple. Le premier accueil que l'on a fait dans la commune, c'était celui d'accueillir de nouveaux habitants. Pourquoi ? Parce qu'on avait un problème d'école. Et donc, ce que l'on souhaitait, c'était que des familles puissent venir s'installer. Et quand on a regardé les choses, je suis maire depuis 89. Eh oui. L'habitat dans mon village, c'était un habitat très dégradé, comme dans beaucoup de villages et dans beaucoup de secteurs. Et la première chose qui a été mise en place, c'est la réhabilitation de ces anciens cours de ferme. C'est la mairie qui les a rachetés, c'est la mairie qui les a en partie refaites grâce à l'implantation d'un chantier d'insertion et grâce aussi aux petites entreprises locales qui existaient, les deux en partenariat. Et donc, avec une proposition, c'était de proposer à ces familles qui étaient en très grande difficulté sociale de pouvoir accéder à la propriété. Parce que l'accession à la propriété, ça reste une ambition de tout un chacun. Donc, on a organisé de la location-vente, ce qui fait que ces familles qui n'auraient jamais eu aucun emprunt, qui n'étaient pas solvables, eh bien, c'est la commune qui s'est transformée en prêteur de manière à pouvoir les installer durablement. Ce qui a permis à cette époque-là de sauver l'école, de créer une maternelle et ensuite une troisième classe. On a eu jusque 75 gamins. Aujourd'hui, on a fait exactement la même façon par rapport à des capacités, parce qu'il faut savoir regarder son territoire. On n'a pas d'église classée, on n'a pas de château fort, on n'a pas. Donc on n'a rien. Et quand tu n'as rien, tu as souvent quelque chose que tu ignores. Donc il faut avoir l'œil neuf et de se dire, OK, j'ai pas ça, mais dans notre secteur qui est à 400 mètres d'altitude, qui s'appelle la Vosges, V-O-G-E, une partie du département proche de la Haute-Saône, eh bien tout simplement on s'est dit, on a de l'eau, parce qu'il y a pas mal d'étangs, on a de la forêt, on a les ressources que l'on a besoin à l'heure actuelle, celles d'ailleurs que l'on défend au niveau de l'Association des maires ruraux de France. L'eau, la forêt, ben oui, la terre, l'alimentation, ça existait chez nous. Eh bien, on va faire avec. Et donc la commune, par le biais d'une société civile immobilière que j'ai créée, pour associer les habitants, pour associer le maximum d'habitants, a acheté le foncier d'un étang, a acheté le foncier d'un ancien bâtiment, une ancienne ferme, transmis à la commune par rapport à un bail amphithéotique de 35 ans, qui va se terminer là, et qui a permis de pouvoir créer un centre d'éducation à l'environnement avec un hébergement, un hôtel rural de 60 lits, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, cette activité perdure, c'est 5 à 7 000 gamins que l'on reçoit tous les ans. Et donc, avec rien, si tu regardes et si tu prends les choses que tu as quand même en potentiel, tu arrives à déterminer des choses. Eh bien, c'est ce qu'on préconise au niveau de l'Association des maires ruraux de France. C'est-à-dire, à chaque élu, regarde ce que tu as dans ta commune, et tu verras, tu auras toujours un point sur lequel tu pourras effectivement établir. Avoir un nouveau regard sur son territoire. Je crois que c'est aussi une vision que vous partagez, Monique Polo. On y reviendra plus tard, mais petit teaser pour la suite. Michel Fournier, je voudrais aussi revenir avec vous sur le programme Village d'avenir, parce que vous êtes aussi vice-président de la NCT et vous avez participé, je crois, au lancement fin 2023 de ce programme. Où en est-on aujourd'hui ? On a fait plus que de participer. Vous avez lancé le programme. C'est presque un des enfants de notre structure. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je vois le maire de l'Avancourt, mon collègue Jean-Paul Carteret, en Haute-Saône, parce qu'il y a des secteurs comme cela, il y a la politique Action Cœur de Ville, il y avait la politique Petite Ville de demain, qui sont des politiques qui ont donné de très très bons résultats et qu'on soutient, mais il n'y avait pas un regard spécifique pour les autres communes, comme si on n'existait pas. Et on représente 33% de la population. Là, et on représente 80% du territoire. On parle, Michel Fournier, de communes rurales de moins de 3600 habitants, oui, c'est le cas. Oui. Selon l'INSEE, c'est le cas. Donc, ces communes-là, eh bien, toutes, elles peuvent avoir la potentialité d'avoir un projet, quelle que soit leur taille. Et un projet structurant à leur taille. Parce qu'on imagine toujours, quand on est dans des sphères un peu plus hautes, je me tourne vers vous, madame, monsieur le préfet,
On pense que le structurant, ça ne peut être que dans le cadre beaucoup plus large, une interco, etc., etc. C'est structurant. Il y a des projets structurants dans un cadre-là, mais il y a aussi des projets structurants à l'échelle et à la taille d'une commune, même d'une commune de 100 habitants. Alors, ce n'est pas le même niveau, c'est tout. Et donc, ce que l'on a voulu démontrer, et ça a été un travail assez lourd, hein, c'est Elisabeth Borne, Première ministre, qui l'a acté dans le programme France Ruralité, eh bien, l'action Village d'avenir, ça a été la définition, on est à 3000 villages d'avenir retenus, c'est pas un label, hein, c'est une labellisation. C'est-à-dire que les communes qui ont candidaté, elles ont été retenues en fonction de leur projet pour avoir de l'ingénierie. Cette ingénierie, elle est nécessaire parce que souvent, on a un critère de mairie, point barre, quoi. Et donc, ce n'est pas suffisant pour pouvoir élaborer des projets qui sont beaucoup plus lourds avec la démarche, la recherche de subventions, etc., etc. Donc, au niveau de l'ANCT, parce que c'est l'ANCT qui a acté ça, il faut le souligner, on est bien d'accord, monsieur, on est bien d'accord, hein. J'oublie pas que j'en suis vice-président. Et j'oublie pas que j'ai bénéficié d'une fenêtre d'ouverture quand j'étais président par intérim. Comme quoi, il faut être très agile en ruralité. Et il faut savoir exploiter tous les espaces qui nous sont proposés. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est 120 chargés de mission, chefs de projet, et au fur et à mesure de communes qui vont sortir du cadre, eh bien, d'autres vont pouvoir rentrer, puisque ça a été acté par Madame la Ministre. Hein. Donc, c'est important. C'est faire reconnaître, encore une fois, que tout un chacun peut avoir eh bien, un projet. Et il faut aussi, il y a une chose qui est importante, je terminerai sur ce point-là. Aujourd'hui, on a du mal de rêver. Les gens ne rêvent plus. Les élus, souvent, ne rêvent plus. Ils sont débordés, assommés par toutes les contraintes, les trucs. Et s'il n'y a pas à un moment donné quelque chose qui peut créer l'excitation, eh bien, les gens, ils diront, ben, c'est pas la peine, c'est pour m'occuper avec des vaches qui sont lâchées, et des querelles du voisin, je renonce. C'est beaucoup, ça beaucoup, le renoncement des... Par contre, si vous avez des projets, et si vous avez des projets lourds, importants, même à la taille de votre commune, eh bien là, vous créez l'ambition, et l'ambition collective. Ce n'est pas une ambition personnelle, c'est une ambition collective. Ce qui fait qu'après, les gens s'approprient. Et si je prends l'exemple de ma commune, je le dis parce que c'est une réalité, personne ne connaissait la commune de Les Voivres. Aujourd'hui, la commune de Les Voivres, pour ses actions, celles que je viens de citer, mais il y en a d'autres, est reconnue en tant que telle. Et les gens, quand ils vont en famille dans les repas, tu es de où? Les Voivres. Ah, Les Voivres, c'est là où il y a ça, c'est là où... Vous voyez ce que je veux dire? Faire en sorte que les gens aiment leur territoire, aiment leur commune, parce qu'effectivement, s'ils développent des projets. Et Village d'avenir, c'est un peu ce but-là recherché. Changer de regard sur son territoire, s'autoriser à rêver pour embarquer collectivement. C'est ce que je retiens de votre intervention. Merci beaucoup, Michel Fournier. Je crois que vous devez vous libérer. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, j'aurais bien aimé échanger. On se connaît un peu, hein? On se connaît un peu, parce que, il le dira, hein, mais il voulait nous supprimer les ZRR à un moment donné. Hein. Oui, c'est lui qui les avait presque imaginés, et on l'avait recruté pour les supprimer. On a échangé beaucoup. Hein. Voilà, il est temps que je parte. Mais je ne dirai pas plus de mal des autres, hein, puisque je sais que Madame la Préfète est très appréciée dans son département. Voilà. Merci beaucoup, Michel Fournier. J'ai rien dit avec toi, c'est pareil. Après cette illustration très concrète qui nous autorise du coup à rêver, à voir grand, Florian Philizot, je voudrais revenir avec vous avec une focale un peu plus large, puisque vous allez publier bientôt avec l'Observatoire des territoires, dont vous avez la présidence, le baromètre 2025 de la cohésion des territoires. Et dans ce baromètre, vous analysez les transitions démographiques de la décennie passée en France. Quelles sont les grandes tendances à l'œuvre ?
Mais merci. Donc, j'aurais bien pu parler des zones de revitalisation rurale, mais je change de sujet grâce à vous. Et quelques images qui vont passer à l'écran si la régie fonctionne pour vous donner envie de lire le baromètre des territoires qui sera très prochainement publié, une nouvelle édition 6 ou 7 ans après la précédente, qui permettra par des cartes d'illustrer les évolutions de notre territoire. Premier sujet, il n'est de richesse que d'hommes, la démographie. Ça a été évoqué par Michel Fournier d'ailleurs. Quels sont les phénomènes qui ont marqué nos pays et notre pays ces 10 ou 20 dernières années? Le premier phénomène, c'est le lent déclin de la croissance française lié à la baisse du solde naturel, qui s'est encore accéléré d'ailleurs depuis le début de la décennie actuelle. Les flux migratoires s'étant légèrement accélérés au début de cette décennie, mais une croissance qui était faite essentiellement, contrairement à ce qu'imaginent beaucoup de nos concitoyens, d'un solde naturel positif et d'un solde migratoire externe très faible. Sur ce fond de lente dégradation, un phénomène très important qui est la concentration de la croissance par rapport au début du siècle, la décennie 2000, dans un nombre sans cesse réduit de départements, avec une attirance extrêmement forte pour les façades littorales, pour un certain nombre de grandes métropoles, c'est ce qui illustre la carte, et une extension des départements en déclin, un déclin qui est en général pas très rapide, qui peut parfois l'être. Nous étions passés entre 1999 et 2006 d'une dizaine de départements qui perdaient les habitants à près d'une quarantaine sur la période 2015-2020. L'évolution toute récente de 2021-2022, placée sous le signe de l'exode urbain, est à prendre en considération avec beaucoup de prudence. Sur deux recensements, l'INSEE le dirait mieux que moi. Il est difficile d'apprécier des tendances lourdes puisque le rythme du recensement est quinquennal. Ce qu'on peut noter, c'est que sur 2020-2021, il y a eu une légère résistance un peu meilleure d'un certain nombre de départements ruraux, pas tous, pas dans le Grand Est par exemple, c'est vrai dans d'autres régions, c'est notable en Bourgogne-Franche-Comté, contrairement à Grand Est, mais en même temps une stabilité, voire une accélération de la croissance d'un certain nombre de grandes métropoles. L'Île-de-France, dont on a beaucoup parlé, on a dit les Parisiens s'en vont, c'est vrai pour les Parisiens, Paris intramuros, ça n'est pas vrai pour le reste de l'Île-de-France. L'Île-de-France a toujours une croissance démographique qui est dans la moyenne nationale, malgré un solde migratoire nettement négatif. L'autre élément important et qui apparaît sur... on peut passer la deuxième carte, je pense, qui illustre les soldes migratoires, qui vous montre bien qu'il y a une France de l'Ouest et du Sud qui attire les habitants, une France du Nord et du Centre dont les habitants s'en vont à grande maille. L'autre élément important, c'est que dans ce paysage général sur les 10 dernières années, les améliorations sont constatées essentiellement dans les espaces urbains, un peu quelle que soit la taille de ces espaces. Un certain nombre de grandes métropoles, mais également la catégorie des villes moyennes qui résistent plutôt mieux qu'à notre époque. Et l'espace rural, globalement, voit sa situation se dégrader, que ce soit les espaces en croissance, les espaces qui sont proches des villes, qui sont en croissance depuis le début des années 70, voire avant, que ce soit les espaces les plus éloignés des villes qui avaient atteint la stabilité, voire une légère croissance, et qui aujourd'hui sont dans une logique de déclin démographique. La réalité de la France d'aujourd'hui, c'est celle-là, sur fond de sol migratoire d'ailleurs, et ça pose la question de l'articulation de sol naturel et sol migratoire, de sols migratoires qui sont en général positifs dans les espaces ruraux, qui sont souvent négatifs dans les espaces urbains, et notamment dans les grandes métropoles. Mais les grandes métropoles bénéficient de la jeunesse de leur population. Je l'évoquais pour l'Île-de-France, mais c'est vrai pour toutes les métropoles. Les sols naturels, ils sont encore très positifs, parce que les jeunes sont beaucoup plus concentrés aujourd'hui dans les grandes métropoles qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans. Et quelle analyse, justement, vous retirez de toutes ces tendances ? Je pense qu'il y a des phénomènes sociologiques profonds qui traversent notre pays. Le littoralotropisme, l'héliotropisme sont des phénomènes majeurs. Nos concitoyens aiment le littoral, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. De très nombreux retraités qui quittent la ville vont sur le littoral de l'eau Atlantique ou sur le littoral méditerranéen. Ils ne font pas tous comme moi qui suis parti au fond du Nivernais profond. Si j'ose dire. Et donc il y a des évolutions de long terme liées à la fois aux politiques volontaristes de l'État. Je pense à la politique des métropoles d'équilibre, qui est une politique née dans les années 60 qui a consisté à conforter un certain nombre de métropoles pour compenser l'hégémonie
économique parisienne et qui finalement a très bien marché. C'est une des réussites des politiques d'aménagement du territoire à bien des égards, mais qui fait qu'aujourd'hui, ces métropoles, dans un contexte où les grandes entreprises, et spécialement les entreprises du numérique par exemple, recherche les effets d'agglomération, recherche les aménités des grandes villes. La notion d'aménité, ce n'est pas qu'une notion rurale, c'est une notion urbaine aussi. La possibilité d'avoir une gamme de services, d'activités quand on est sorti du face-à-face avec l'ordinateur. Donc les métropoles, un certain nombre de métropoles concentrent la croissance économique et c'est très net ces 10-15 dernières années. Sur les dernières années, si je reprends le numérique, la concentration de l'emploi du numérique dans les métropoles s'est accrue. C'est ce que montre une autre publication toute récente, un cahier sur les transitions en matière de numérique. Des enjeux d'attractivité globale des territoires qui font que certains espaces ruraux, parce qu'ils ont su développer des modèles économiques un peu différents, un peu plus variés, avec beaucoup d'économies touristiques, avec des agricultures plus diversifiées, avec plus de circuits courts qui les rendent plus attractifs que d'autres. C'est le cas du Sud-Ouest, même si toutes les campagnes du Sud-Ouest ne se portent pas bien. C'est un territoire qui paraît plus attractif aux Français d'aujourd'hui que les grandes plaines céréalières du bassin parisien. Le bassin parisien étant l'homme malade, si j'ose dire, des grands équilibres territoriaux français aujourd'hui. C'est dans le grand bassin parisien au sens de Vidal de la Blache que le déclin économique et démographique est le plus accentué. La difficulté à renouveler un tissu économique sur fond de retour à encore faible, avec des signaux positifs de retour à la croissance de l'emploi de la sphère productive, donc ce qui n'est pas lié à la résidence des habitants, qui permet de se dire que le pari de la réindustrialisation n'est pas perdu, la difficulté de reconstituer des tissus économiques industriels et le déplacement de ce tissu industriel. La Bourgogne-Franche-Comté en est une excellente illustration. Si elle est la région de France qui a eu la plus faible croissance de l'emploi au cours des 50 dernières années, c'est une réalité, c'est absolument pas un jugement, c'est largement lié au déclin d'une grande partie de son tissu industriel traditionnel autour de la métallurgie principalement, un peu moins du textile, et de la capacité à renouveler, notamment dans toute une série de petites villes moyennes, ce tissu industriel, alors que l'Ouest a gagné les emplois industriels en se fondant sur d'autres spécialisations. L'agroalimentaire est devenu une des grandes puissances industrielles. Le Sud-Ouest, qui partait de très loin en matière industrielle, capitalisant sur le poids de l'aéronautique, a gagné de l'emploi industriel également. Donc le renouvellement de ces tissus. Et le dernier élément, c'est l'accès aux services. Cet accès aux services qui est un enjeu absolument crucial qui a été évoqué. Comment faire en sorte qu'on puisse facilement, avec des distances temps les plus faibles possibles, accéder à l'ensemble de la gamme des services publics et privés. Et là aussi, on se heurte aux disparités territoriales et puis à des mélanges de politique publique et de sociologie. Si je reprends cette différence un peu facile, mais qui est très ancrée dans la réalité territoriale aujourd'hui, les jeunes médecins vont plus facilement sur le littoral, ils vont plus facilement dans les campagnes du Sud-Ouest qu'ils ne vont dans les campagnes du bassin parisien, même dans des campagnes du bassin parisien proches des villes. Si je prends deux départements fondamentaux très très largement différents, les densités médicales sont extrêmement faibles dans l'Indre. De mémoire, c'est l'Indre d'ailleurs qui a la densité médicale la plus faible aujourd'hui en France. Mais elles sont très faibles dans l'Eure également. L'Eure, ça n'est pas du tout l'Indre. L'Eure, c'est proche de Paris, c'est proche de Rouen, c'est proche de la mer. Mais les flux d'installation sont très faibles. Donc cet enjeu d'accès aux services est un enjeu tout à fait fondamental. François Félizeau, j'identifie dans ce que vous dites trois enjeux principaux: l'accès aux services dont vous venez de parler, l'identification et le développement de nouvelles filières économiques pour remplacer les industries en déclin, et puis le travail sur l'image du territoire à large échelle, au-delà des politiques micro-locales, si je puis dire. Patrick Hayache, vous êtes le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, et précisément travailler sur l'image du territoire à l'échelle régionale, au-delà des politiques micro-locales, mais tout en valorisant ce que font les communes, et ce qui ne vient pas en opposition avec ce que disait Michel Fournier. C'est tout l'enjeu de votre nouvelle démarche d'attractivité résidentielle que vous avez lancée en septembre 2020. Oui, tout à fait. Je partage d'ailleurs évidemment le constat qui vient d'être fait.
la région Bourgogne-Franche-Comté, 2 800 000 habitants, très belle région par ailleurs, un solde naturel qui est négatif comme dans beaucoup de régions de France, mais un solde migratoire, c'est-à-dire notre capacité à attirer de nouveaux habitants, qui est également négatif. Qui est en tout cas insuffisant pour combler le solde naturel. Donc, nous nous sommes préoccupés de ce sujet, qui est préoccupant parce que, vous l'avez dit, notre industrie basée sur la métallurgie notamment est un peu en déclin, même si nous sommes un territoire relativement dynamique du point de vue économique. Et nous avons essayé de trouver des solutions et, entre autres, d'essayer de regagner quelques habitants, quelques centaines, quelques milliers d'habitants. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette démarche d'attractivité résidentielle, après avoir fait le constat, d'une part, qu'on définit en général l'attractivité d'un territoire à partir de 3 concepts. Le développement économique, premier moteur, qui est plutôt satisfaisant. Le développement touristique, deuxième moteur, qui marche bien. Et puis le troisième moteur, qui est un peu en panne, qui est celui de l'attractivité résidentielle. Et donc vous êtes concentré sur ce troisième volet. Et on s'est concentré sur ce troisième volet en partenariat avec les territoires. Il y a eu une étude de l'INSEE qui nous a un peu secoués, je dois dire. Alors je crois qu'elle est parue en 2021 ou 2022, qui s'est projetée en 2050 et en 2070 et qui a dit, vous savez comment se passent les études de l'INSEE, c'est-à-dire à données constantes. Si vous ne faites rien, les territoires, eh bien, la Nièvre, par exemple, la Haute-Saône, le territoire de Belfort, sont des territoires qui vont aller jusqu'à perdre 20, 25, 30% d'habitants. Avec la présidente Marie-Guide Dufay, nous avons dit c'est pas possible de rester en l'état. Et donc, nous avons consulté les territoires. Nous leur avons fait partager le diagnostic partagé à 100%, et nous leur avons dit, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour que la région entame une démarche, mais avec vous, et une démarche expérimentale sur 2 ans, avec un certain nombre de territoires. Tout ça s'est clôturé par une CTAP, coprésidée d'ailleurs par le préfet de région et la présidente, où nous avons lancé cette fameuse démarche d'attractivité résidentielle. Et le point clé, je crois que vous vous rejoignez avec Michel Fournier, de cette démarche, c'est l'accueil des nouveaux résidents. Oui, alors il y a 3 systèmes qui marchent en même temps. La région fait une campagne d'information, de promotion de ces territoires, pas de la région, mais de ces territoires. Je viens de croiser le maire de Vesoul, par exemple, qui est très satisfait du travail entrepris. Nous avons un cabinet qui gère les habitants d'autres régions qui se déclarent intéressés par notre démarche. Et nous avons dans chaque territoire un chargé d'accueil ou une chargée d'accueil qui assure le conseil, l'accueil bien sûr, le conseil qui oriente vers l'emploi, vers les écoles, qui répond aux questions que lui ont envoyées le cabinet, qui lui a fait un travail de présélection. Dès que quelqu'un s'inscrit sur le site Venez vivre en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un contact téléphonique et on essaye de savoir vers quel territoire cette personne, cette famille souhaite aller. Et après, on l'envoie vers le chargé d'accueil et le chargé d'accueil fait le reste. Monique Poulot, vous êtes présidente du conseil scientifique du programme gouvernemental France Ruralité qui vise à répondre de manière adaptée aux besoins des territoires ruraux. Vous avez publié votre premier rapport le 25 avril dernier. Ce rapport casse certaines idées reçues sur ces territoires ruraux. On va y revenir, mais je voudrais d'abord vous faire réagir sur ce que vient de dire Patrick Ayache et notamment cette dimension d'hospitalité, d'accueil. Je crois que c'est quelque chose que vous partagez avec Patrick Ayache. Alors en effet, bonjour à tous. Vous dites hospitalité, on dit souvent dans notre vocabulaire de chercheur, habitabilité. D'ailleurs, je l'ai entendu tout à l'heure dans l'autre table ronde. Et c'est vrai que je pense qu'on a là 2 éléments essentiels
pour expliquer ou non l'attractivité d'une région ou d'un espace, enfin quel qu'il soit. Habitabilité, c'est qu'est-ce qui rend un espace habitable, et l'hospitalité est un élément de cette habitabilité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on a vu plusieurs exemples, dans cette habitabilité, le rôle des services publics est essentiel. Le fait qu'on va trouver sur place de quoi vivre, habiter. Quand je dis habiter, c'est pas simplement vivre dans une maison, mais c'est véritablement avoir du travail, s'intégrer, etc. On avait beaucoup travaillé avec des collègues il y a déjà quelques années justement sur comment est-ce que ceux qui arrivaient dans des espaces ruraux, c'était plus à l'ouest, mais au final, on voit bien que les idées sont les mêmes. Qu'est-ce qui fait que l'on reste ? D'abord, qu'est-ce qui fait que l'on y va ? Alors, je suis d'accord avec vous, il faut faire savoir. L'image d'une région est essentielle. Et qu'est-ce qui fait que l'on reste ? Et on constate que ces nouveaux habitants, ça nous avait frappé, avaient en effet du mal à se saisir des ressources de ces territoires. Qu'est-ce qu'il y a dans ces territoires ? Ils arrivent sur un coup de cœur, un rêve, enfin on peut tout imaginer ce qu'ils mettent derrière, une grande maison, un jardin pour pouvoir vivre avec les enfants, mais comment est-ce que l'on va s'adapter à ce territoire ? C'est-à-dire connaître à la fois ses ressources, au sens des ressources administratives, au sens des ressources de travail, au sens des ressources de cadre de vie. Et on a parlé d'une espèce d'apprivoisement de ces habitants qui avaient besoin d'être apprivoisés, de s'apprivoiser eux-mêmes à ces territoires. Et en ce sens, je pense que cette notion d'hospitalité est très importante, pouvoir en effet accompagner ces gens qui, dans leur parcours de vie, sont à un moment où ils changent de quelque chose et où, au final, il faut quand même reconstruire quelque chose. Et c'est vrai que, vous évoquiez la manière de les accueillir avec des cellules d'accueil, enfin on peut les appeler comme on veut, mais ce sont des éléments qui pour moi sont vraiment essentiels et font partie de cette habitabilité, même s'il est clair qu'il faut des services. Enfin on pourrait parallèlement développer beaucoup d'éléments, mais on a là un couple qui pour moi, habitabilité, hospitalité, va vraiment ensemble. Alors, dans votre rapport avec le Conseil scientifique de France Ruralité, vous appelez à changer de regard sur les territoires ruraux. Quel regard faut-il porter ? Alors c'est peut-être ambitieux, toujours se changer de regard, mais un rapport, on le fait de cette manière. Je crois que notre idée, c'était vraiment de casser un certain nombre de codes, à la fois de sortir d'une double vision qu'ont souvent, dont pâtissent à mon sens les espaces ruraux, soit une vision misérabiliste, très forte, il n'y a rien. Tout à l'heure, monsieur le maire le disait d'une forme de boutade, mais c'est cela, il n'y a rien. Misérabiliste, on ne peut rien en tirer, entre parenthèses, je vais très loin dans la démonstration. Et puis peut-être de l'autre côté, parfois une vision très rose, c'est merveilleux, le monde des bisounours, j'exagère aussi, mais c'est vrai que notamment la Covid a parfois donné cette image avec l'image d'un lieu où, on n'était pas dans l'enfermement de la ville, et de fait, on ne l'était pas. Mais c'est vrai que ces deux images coexistent dans des franges de population qui ne sont pas forcément les mêmes, on est d'accord, mais qui, au final, amènent à avoir du mal à envisager ces territoires pour ce qu'ils sont. Ce matin nous a montré combien ces territoires étaient variés. Et on pourrait même dire que souvent à quelques kilomètres près on va avoir des communes dynamiques, à quelques kilomètres un peu plus loin parce que l'autoroute est un tout petit peu plus loin ou parce qu'il n'y a pas de gare, enfin on pourrait donner plein d'éléments, la commune ne l'est pas, et donc on est véritablement dans cette nécessité de travailler très finement, je pense, sur ces espaces ruraux pour arriver à qualifier leurs caractéristiques qui ne sont ni noires ni roses. Et c'est véritablement ça l'idée très forte que nous voulions donner. Et la deuxième idée que je voulais indiquer, c'est que dans ce rapport, nous voulions également indiquer combien ces espaces ruraux avaient de ressources.
Et ça, c'est sans doute l'autre versant important, à mon avis, à travailler aujourd'hui. Là encore, Monsieur le maire nous a donné un certain nombre d'exemples. Je pense également que ce sont très souvent, pour avoir travaillé avec beaucoup de territoires, des ressources qui ne sont pas révélées immédiatement. Il faut travailler sur ces ressources. Il faut vraiment... Le mot « révéler » me semble être le bon mot. Elles existent, mais tant qu'on ne les a pas identifiées, tant qu'on ne les a pas travaillées avec des équipes administratives, mais aussi avec les habitants, ces ressources ne vont pas donner lieu à un projet. Et je pense que cette notion de projet qui a été développée tout à l'heure est quelque chose qui, moi, me semble fondamental, avec, bien sûr, des difficultés pour certaines à faire projet, on est bien d'accord. Fabienne Descotigny, vous êtes préfète de la Nièvre, un département à dominante rurale qui est confronté, on le sait, à un déclin démographique. Quels sont les plus gros défis de votre département et puis quels sont les atouts, pour reprendre justement la terminologie de Monique Poulot, vos atouts pour relever ces défis? Alors, pour le département de la Nièvre, je dirais, un jour, un de mes prédécesseurs a dit « il n'y a pas un département de la Nièvre, il y a des Nièvres ». Le premier, peut-être, la première difficulté, c'est que c'est un département qui est coupé entre l'axe ligérien, le long de la Loire, entre Caunes et Nevers, et ensuite le Morvan. Et quand on parle de la Nièvre, à l'extérieur du département, on voit très vite, effectivement, le Morvan, et avec toute l'histoire très positive qu'entraîne ce très bel endroit. Et en fait, l'identité même de la Nièvre, elle est difficile à trouver. Et je crois que c'est déjà une des premiers éléments, c'est de mettre en avant une identité commune. Et ça, c'est une véritable problématique. Ensuite, la Nièvre, moi, ça fait 6 mois que j'y suis, je me dis, on n'est qu'à 2h30 de Paris, donc on a beaucoup d'atouts. Je vais y revenir après. Et pourtant, on a des difficultés. Mais ces difficultés, je voudrais peut-être dire que ce n'est pas des fatalités. Vous avez parlé de la Nièvre comme en déclin démographique, c'est vrai, on est à 202 000 habitants pour plus de 6 000 kilomètres carrés, pardon. Donc vous voyez une densité qui est faible, une population qui est plutôt vieillissante. Mais aujourd'hui, ça se stabilise. Aujourd'hui, on a des villes qui reprennent de la population. Nevers, La Charité-sur-Loire, aujourd'hui, bon, alors c'est des petites. C'est tout petit, c'est 30 individus, 500 individus, ça peut paraître peu, mais ça veut dire que aussi c'est possible, qu'il ne faut pas tomber dans un fatalisme par rapport à la ruralité. Alors j'ai pas la ruralité totalement déconnectée des problématiques, mais c'est vraiment pour dire qu'après les problématiques, c'est que l'hospitalité dont on parle, eh ben, les arrivants, les personnes qui il y a d'abord faire venir des gens, mais il y a aussi que les gens y restent après. Et pour y rester, eh ben c'est bien d'avoir sa maison, mais il y a tout le autour. Et autour, c'est quoi? C'est le soin. Pour moi, un des défis que j'ai, c'est l'accès aux soins. Alors, je ne suis pas le seul département, bien évidemment, qui a ce sujet-là, mais si vous voulez qu'une famille avec des enfants puisse s'installer, ben, il faut qu'elle trouve un médecin généraliste quand le petit a besoin de consulter et pas qu'elle se dise bah, je vais attendre que je dois aller hors du département. Ça, c'est un véritable sujet. Et puis ensuite, il y a que c'est un immense département, c'est un grand département, et donc il faut que les gens puissent bouger, parce qu'on a beaucoup parlé d'accès au service public. L'accès au service public, c'est la proximité, c'est le service public qui va aux gens, mais c'est aussi que les gens puissent se déplacer. Et donc on a un vrai sujet, pour moi c'est les deux gros vecteurs, c'est la mobilité, et donc là-dessus, c'est un véritable vecteur qui entraîne en fait l'emploi. On en a parlé, l'emploi est un des vecteurs aussi de l'attractivité, mais les emplois parfois ils existent dans l'agriculture, ils existent dans une économie. Effectivement, le département de la Nièvre est un département qui a une très grande tradition industrielle et il faut la valoriser, il faut la faire revivre, mais encore faut-il qu'on puisse se déplacer pour aller. Donc il y a vraiment cet enjeu. Comment l'État, justement, en tant que service déconcentré de l'État, peut accompagner les élus locaux dans ces démarches d'attractivité? Vous parliez du soin notamment, est-ce que vous avez des exemples
de dispositifs que vous avez pu mettre en place dans votre département? Alors, quand je disais qu'il n'y a pas de fatalité, c'est effectivement parce que je crois que on l'a beaucoup dit dans les tables rondes, il faut travailler de concert. C'est-à-dire, la réponse, elle est collective. Les élus, quels qu'ils soient, et l'État, travailler main dans la main. La première chose pour que l'État puisse être au plus près des élus locaux qui ont, eux, les initiatives. Les initiatives, elles existent. Elles existent en nombre. Les élus locaux s'emparent des dispositifs, notamment mis en œuvre par l'ANCT. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, je crois, beaucoup de proximité. La proximité, c'est quelque chose d'important pour l'État. La proximité, ça passe par, tout simplement, dans la Nièvre, il y a 3 ans, on a réouvert la sous-préfecture de Clamecy. Voilà, c'est un acte fondateur très fort, très important. Il y a un sous-préfet maintenant. Voilà, il y a un référent qui est au plus près et qui a 80 communes. Alors, c'est l'arrondissement où il y a les plus petites communes en nombre de population. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est proche et qui va pouvoir répondre aux maires beaucoup plus facilement. Ensuite, vous l'avez dit, Madame la Présidente, il y a France Ruralité. France Ruralité, c'est extrêmement important dans la Nièvre. Eh bien, il y a une sous-préfète qui a en charge tout particulièrement la gestion de ce dispositif France Ruralité et qui complète l'action de son collègue sur les arrondissements. Proximité, on a parlé des France Services, je crois que c'est quelque chose d'important. On en a 33 dans le département de la Nièvre, ça fonctionne très bien. C'est toujours perfectible, on est d'accord, mais ils sont placés au bon endroit. Donc je crois qu'il y a d'abord ça, l'État doit être un État proche. Ensuite, je crois que l'État doit favoriser les prises d'initiative par le biais des expérimentations. C'est-à-dire qu'au niveau national, on met en place des possibilités d'expérimentation. Et moi, mon travail en tant que représentante de l'État de proximité, c'est de permettre que les élus locaux s'emparent de ces expérimentations. Et donc, vous parliez de la santé. Je vais faire un peu de technocratie 2 minutes. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018 a prévu en son article 51 qu'on puisse expérimenter des nouveaux dispositifs en matière de santé. Et il y a 1 mois maintenant, j'ai inauguré à Corancy, donc qui est un très joli village du Morvan, une UMT, une unité mobile de télémédecine. C'est-à-dire que voilà, c'est un bus, un camion en fait, où il y a un infirmier qui se déplace dans les communes. C'est pas les télécabines qu'on peut connaître en ville. Là, vous avez une personne, un infirmier qui est là. Les gens savent que le camion passe à telle date. Ils prennent rendez-vous, ils s'y rendent. Et de l'autre côté, il y a un médecin de la Nièvre qui, lui, a réservé des créneaux, mais qui est beaucoup plus loin, là où les gens ne peuvent pas s'y rendre. Et donc, c'est pas déshumanisé, c'est un infirmier qui va prendre vos paramètres, qui va être aux côtés. Ce bus va notamment dans les EHPAD, et là, c'est particulièrement important. Et donc, voilà, ça, c'est une expérimentation qu'on essaye. On va voir si elle porte ses fruits, mais expérimenter, permettre l'innovation des élus, ça, c'est important. Et ensuite, il y a... On l'a dit aussi, je crois qu'on a un gros effort au niveau de l'État à permettre à nos élus d'être dans la simplification. C'est-à-dire l'ingénierie, ça revient souvent, et dans les petites communes, c'est quelque chose d'important. Souvent, on a le maire, la secrétaire de mairie, et quand ils veulent porter un projet, c'est un peu village d'avenir, c'est tout le monde a le droit de porter un projet, c'est compliqué, c'est difficile. Alors il y a beaucoup d'aides, les agences d'urbanisme, la NCT, mais comment on s'y retrouve? Et donc tout ça, l'État, c'est aussi de clarifier, de permettre à ce qu'il y ait un accès facilitant à tous ces dispositifs. Et donc c'est les forums d'ingénierie qu'on met en place, c'est tout simplement des plateformes où le maire il va pouvoir trouver exactement le dispositif qui lui est nécessaire. Simplifier, rendre lisible, et je crois qu'au final, c'est vraiment de faire un travail de dentelle. Je reprendrai votre expression, madame. Il ne faut pas traiter... Moi, je ne traite pas la Nièvre, je traite chaque partie. Alors, bien évidemment, il y a des sujets qui emportent une dimension départementale ou régionale, Monsieur le Président, vous avez raison, mais en même temps, il faut toujours travailler dans la dentelle, écouter les élus, être vraiment à leur écoute, et puis les accompagner dans leurs projets. Et puis après, il y a l'aspect financier, alors on en parle peut-être moins, mais bien évidemment, l'État est là aussi pour accompagner,
faire l'accompagnement levier. Souvent, je dis, moi, je ne suis pas là pour financer les projets, je suis là pour donner le levier aux élus de pouvoir mener leurs projets à bien. Et même si on est aujourd'hui, on doit tous, et ça a été dit par Madame la Ministre, prendre sa part dans l'attention budgétaire que nous devons avoir, cet effet levier, il est maintenu et il est véritablement très, très important. Proximité, expérimentation, simplification, articulation des différentes échelles territoriales et changement de regard. Je reboucle sur les mots de Michel Fournier et s'autoriser à rêver. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces éclairages sur les stratégies d'attractivité. Et je vous retrouve après la pause déjeuner et nous aurons donc 2 autres conférences à 14h, une sur le logement et l'habitat, repenser l'offre pour les populations vulnérables, et puis à 15h15, une table ronde consacrée à l'intelligence artificielle, opportunités ou menaces pour la résilience des territoires. À tout à l'heure.